les données, notamment en identifiant l'auteur, en traçant les informations. Elles facilitent la recherche des données, elles facilitent aussi leur compréhension et elles permettent leur réutilisation. Donc, en fait, elles permettent de pérenniser les jeux de données. Il faut bien savoir que des données sans métadonnées, en fait, elles ne peuvent pas être réutilisées. Donc, c'est comme si on les mettait à la poubelle, puisque aucune description ne permet leur compréhension par un utilisateur autre que le producteur. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une forte dynamique pour développer cette étape de description et d'indexation dans le processus de production des données et pour le faire de façon commune. Et ça va dans le mouvement général de la science et des sociétés, avec l'émergence de l'open data, du big data aussi, avec les enjeux planétaires auxquels l'humanité doit faire face. Et du coup, ça change pas mal de choses, notamment pour les chercheurs et pour les producteurs de données, puisque jusqu'à aujourd'hui, en fait, le processus classique, quand le chercheur a produit et analysé des données, il suit le processus de publication que vous voyez en bas de la diapo, avec la validation par les pairs, la publication dans une revue. Mais aujourd'hui, il y a un processus parallèle qui se met en place avec le dépôt des données dans un entrepôt, leur validation et puis leur réutilisation pour d'autres objectifs. Et en fait, ça n'est pas si simple ça n'est pas si simple à faire. Et même si les choses avancent assez vite, il y a encore des réticences en lien avec les freins que rencontrent les producteurs de données, qui peuvent donner parfois l'impression de se heurter à un mur quand on commence la démarche. Alors, les freins en question, c'est le manque de temps, surtout si on s'y prend trop tard dans le cycle de la donnée. Ça devient très chronophage, alors que si on commence très tôt, c'est beaucoup moins chronophage. Le manque de compétences, parce que la gestion des données, ça demande aujourd'hui, surtout pour des jeux de données importants, ça demande des compétences dans des domaines variés comme l'informatique, le juridique et d'autres que je ne connais même pas. Le manque d'infrastructures adaptées, alors ça, c'est vraiment en évolution rapide et elles sont en train de se construire. Et de la même manière, le manque d'incitation, en fait, c'est aussi en évolution très rapide et tous les producteurs de données, qu'ils soient chercheurs ou ailleurs, sont de plus en plus incités à partager les données et donc à les cataloguer. Pour ce qui est de la France, en fait, le gouvernement a mis en place un plan national pour la science ouverte qui est une traduction de la réglementation européenne sur l'ouverture des données. Et donc, les données produites par la recherche publique vont progressivement être structurées en conformité avec les principes FAIR, c'est-à-dire pour avoir des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Et elles seront donc préservées et quand c'est possible, elles seront ouvertes. Et le possible, ça concerne la recherche parce que en ce qui concerne les établissements publics comme le Parc des Écrins, l'ouverture des données aujourd'hui, c'est une obligation pour la transparence et le partage des données. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le Parc des Écrins travaille depuis plusieurs années à l'ouverture progressive des données qu'il a produites lui-même en régie ou financées. Le dernier exemple en date étant les données de la synthèse de géonature du Parc des Écrins. Et aujourd'hui, elles sont téléchargeables et réutilisables librement sur data.gouv.fr. Voilà, j'en viens maintenant au cœur du stage de Marie et au lac de la Muselle. Le lac de la Muselle, il est suivi par le Parc des Écrins depuis 2005 en partenariat avec l'IMBE. C'était le premier protocole de gestion halieutique avait été mis en place avec l'aide de Laurent Cavalli. Ensuite, il a évolué avec la mise en place du protocole commun des lacs Sentinelles. Et aujourd'hui, le lac, il est site atelier du réseau Lac Sentinelle et il est aussi inclus dans le master site de la zone atelier Alpes. Ce qui veut dire qu'on a un enjeu fort aussi au niveau des projets pluripartenariaux, excusez-moi, et au niveau de savoir quelles données sont produites sur le lac. Et depuis 2011, en plus du suivi annuel par le parc, le lac a fait l'objet d'études poussées par plusieurs équipes de recherche pour mieux comprendre son fonctionnement. Et du coup, maintenant, on a pas mal de producteurs de données. Il y a le parc lui-même, mais il y a aussi tous les laboratoires que vous voyez en haut. J'espère que je n'en ai pas oublié. Editem, l'IMBE, le LCME, l'UNIL, et je ne vois plus les autres dans mon écran. Voilà, et le cartel que j'allais oublier. Voilà. Je me suis perdue, excusez-moi. Voilà. Et
Et il y a eu 3 thèses soutenues aussi. Et finalement, les données qui ont été produiet par les uns et les autres, bah, elles représentent un volume important. Et en plus, elles sont assez variées puisqu'on a des données physico-chimiques, il y a des données de faune et de flore, des données météo, des données sur le bassin versant aussi. Et du coup, c'est là qu'est devenue une source de données vraiment majeure. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, si on ne veut pas perdre la mémoire de tout ce qui s'est fait, il faut qu'on fasse un inventaire et qu'on fasse quelque chose, en tout cas, pour bien se souvenir de ce qui s'est fait, parce que pour l'instant, la mémoire de ça est plutôt dispersée et ça repose sur assez peu de personnes. Donc, la première mission de Marie dans ce stage, ça a été d'inventorier les données produites, aussi bien au parc que dans les laboratoires de recherche. Et elle a fait un premier tableau de bord à partir des publications déjà sorties sur le lac. Donc ça, c'est le résultat que vous voyez ici. Ça va nous servir d'outil qui doit être évolutif au fur et à mesure des données qui vont être produites à l'avenir. Elle a aussi réalisé une modélisation sous forme de schéma du lac et du bassin versant en mettant dans les rectangles là les données produites dans les différents compartiments. L'idée étant de permettre aux chercheurs intéressés par le lac d'avoir une vue synthétique des données produites et ensuite de pouvoir les orienter vers les équipes de recherche productrices, voire quand les données sont ouvertes, comme c'est le cas des données du suivi ou des données de carottage des items, par exemple, de les orienter vers le lien pour récupérer ces données. Mais évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, bon, pour pouvoir réutiliser des données, il faut qu'elles soient trouvables sur un catalogue, il faut qu'elles soient décrites, et donc il faut qu'elles soient accompagnées de métadonnées. Et là, pendant un moment, je vais surtout parler de métadonnées. Et c'est là qu'on est rentré dans le cœur du stage de Marie, parce qu'elle a testé une procédure pour créer des fiches de métadonnées en prenant, pour exemple, en premier lieu, les données de carottage et de bathymétrie du lac de la Muselle qui ont été réalisées par Editem pendant la thèse de Laurent. Cette procédure, en fait, elle avait été développée par Cécile Plumegeot pour le réseau des zones ateliers. Donc, ce qu'on voit, en fait, ici, c'était l'objectif, c'était d'avoir une procédure qui facilite la création de métadonnées, parce que c'est quand même pas si simple. Et donc, l'emprise du stage, en fait, elle arrive, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais ça commence à partir du fichier Excel, en fait, et de la procédure que vous voyez ici. À partir des données, on vient utiliser la procédure, on crée des fiches de métadonnées qui vont être importables dans un catalogue. Et ici, on a choisi d'utiliser le catalogue GeoNetwork des parcs nationaux parce qu'il était disponible au parc des Écrins et que c'est un outil qui est déployé dans d'autres institutions et notamment les labos de recherche. Donc, du coup, les catalogues peuvent se parler entre eux, peuvent se moissonner, c'est-à-dire récupérer les données des uns des autres. Et du coup, comme on a pris GeoNetwork, on a choisi aussi une normalisation qui est ISO 19115 et qui correspond bien à ce catalogue-là. Voilà. Alors, la procédure, elle commence par remplir un fichier Excel que vous voyez ici. C'est un peu barbare à première vue, mais en fait, avec un guide, ça se fait quand même. Alors, la difficulté en fait de l'exercice, c'est que comme c'est un fichier Excel, on peut remplir les cases comme on veut, mais par contre, le problème, c'est que derrière, on fait tourner un script R. Et donc, il faut suivre des lignes directrices vraiment très précises à la virgule près, voire au guillemet près, si on veut pouvoir faire tourner le script qui va permettre de créer les fiches XML qui sont elles-mêmes importables dans le catalogue. Du coup, Marie a repris et précisé l'onglet Guidelines de ce fichier Excel modèle qui était fourni dans le script, dans le GitHub de Christine Plumegeot, pardon. Dans une annexe de son rapport et on l'a reprécisé, Cécile et moi, après son départ, pour aider au maximum les producteurs de données à remplir ce fichier. L'idée étant de passer le moins de temps possible sur le fichier et en obtenant le meilleur résultat possible sur la description des données et leur visibilité en ligne. Donc, concernant les champs, je vais insister sur 3 champs qui sont le titre ici, l'abstract, donc le résumé, et le lineage, qui est la généalogie. Parce que c'est vraiment des champs stratégiques.
en fait, dans le titre et le résumé, c'est là il va falloir mettre des mots-clés qui vont permettre à l'utilisateur de voir si les données concernées par la fiche de métadonnées qu'ils sont en train de regarder sont intéressantes pour eux. Et le lineage, c'est là qu'il va falloir décrire de façon très précise et détaillée le protocole, les instruments utilisés, y compris la marque, le modèle, la calibration, le pas de mesure, etc. Par exemple, le carottier, le carottier ou la largeur, le diamètre de la carotte ou les choses comme ça. Une fois qu'on a rempli ce fichier, on fait tourner le script R de metadata R easy et on obtient les fiches XML importables dans le catalogue. Donc ici, vous voyez le catalogue GeoNetwork des parcs nationaux et là, on est sur le catalogue sur l'espace du parc des Écrins. On a fait le choix de ce catalogue parce qu'on l'avait sous la main et qu'on était assez pressé par le temps. Mais je pense que pour la plupart des données liées au lac d'altitude, que ce soit le suivi ou autre, sachant qu'en plus des études communes sont menées au niveau du réseau, ça sera intéressant de se poser la question de où et comment vous allez vouloir cataloguer vos données pour assurer une bonne diffusion et faciliter leur trouvabilité. Le catalogue d'un parc n'est pas forcément la meilleure solution. Alors, quand on va sur le catalogue du parc et qu'on cherche ce qu'il y a pour le parc des Écrins, on va arriver ici sur cette page et vous voyez ici les fiches de carottage et de bathymétrie. Et donc, ce que voit l'utilisateur en premier, c'est un titre pour chaque fiche, un titre, le début du résumé et une image quand on peut en fournir une. Donc, c'est pour ça que ces deux champs, titre et résumé, sont vraiment stratégiques. Ensuite, quand vous cliquez sur une fiche, par exemple ici une fiche de carottage, là vous voyez toujours le titre, le résumé, l'image aussi, et ensuite en bas on voit les ressources associées qui peuvent être d'autres fiches de métadonnées. Par exemple sur la bathymétrie, il y avait des données brutes, des données de grille, la shape, et donc il y avait une fiche pour chaque type de données. Et vous avez aussi en ressources associées n'importe quoi qui vous paraît pertinent à mettre, comme un rapport de mission, une URL vers un DOI qui va contenir les données, ou une URL vers l'entrepôt, enfin voilà. Ou même le protocole, enfin, vous mettez ce que vous voulez comme document associé. Et ensuite, quand on descend dans la fiche beaucoup plus bas, là, on trouve la généalogie qui, elle, doit être vraiment bien détaillée et bien précise pour que le chercheur comprenne bien quelles sont les caractéristiques du jeu de données et les limites de ce jeu de données, et du coup, ce qu'il peut faire avec ou ce qu'il ne peut pas faire. Donc, à la fin du stage, Marie a fait des outils pour aider à la prise en main de la procédure. Elle avait fait un zip avec un README, mais ce qu'on a utilisé le plus et qu'on a beaucoup détaillé aussi après son départ, parce qu'en 2 mois et demi, les choses évoluent vraiment très, 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 très vite. C'est la procédure détaillée qu'elle avait réalisée à partir du guideline. Alors, cet outil-là en particulier, il nous a servi dans l'atelier de la zone atelier Alpes sur les températures du sol, et ça nous a aidé à remplir les fichiers Excel pour faire des fichiers de métadonnées. Et il pourra évoluer en fonction des demandes des utilisateurs, des normes, des autres référentiels, mais en tout cas, on va le mettre à disposition si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à savoir aussi, en 2021, le réseau des zones ateliers a prévu de financer des formations par des vidéos courtes ou par des ateliers pour aider les producteurs de données à créer leurs métadonnées. Voilà. Alors, la procédure, elle nous a permis d'aboutir et de publier des fiches sur le catalogue du parc. Donc, le contrat, il est rempli. Cela dit, il y a quand même encore quelques limites, en particulier la langue. Au niveau du parc des Écrins, comme on est français, établissement public et national et tout, ce qui est préconisé, c'est le français. Sauf qu'en fait, avec le français, ça ne marche pas très bien. Et puis que du coup, on a fait des fiches bilingues, mais le fichier Excel ne prend qu'une seule langue. Donc, il a tout fallu traduire via l'interface et ce n'était pas très marrant. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Il y a aussi des évolutions au niveau de la procédure elle-même, et en 2021, il devrait y avoir un pipeline d'intégration par l'outil RGOflow qui permet d'aller du fichier XLS de métadonnées
jusqu'à la visualisation des données sur une carte ou par graphique. Hein. Donc, cet outil-là, je ne le connais pas du tout. C'est Cécile qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était important d'en parler. Mais je pense que ça va être une belle amélioration et surtout, ça va aussi simplifier pour le producteur la saisie des métadonnées. Voilà, alors en perspective pour le stage au niveau du parc des écrins et peut-être au niveau du réseau aussi. Hein. Donc au niveau du parc des écrins, Marie avait fait plusieurs autres fiches de métadonnées que j'ai pas encore eu le temps d'envoyer aux producteurs pour faire l'étape de validation avec eux. Et puis après, il faut se poser la question de où cataloguer les données. Et ça, je pense que c'est plus une question du niveau du réseau Lac Sentinelle parce que ben voilà, ça ne concerne pas du tout que le parc des écrins. Voilà, merci pour votre attention.